Bonjour, bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue dans L'Autre Football, le podcast du site Lucarne Opposé, l'émission radiophonique des Globetrotters du foot. 3 chroniques au lieu de 4 aujourd'hui pour un format un peu plus light qui devrait perdurer d'ailleurs. Vous êtes libre de nous dire ce que vous en pensez, on ne le dit jamais assez, mais sur les réseaux sociaux quand vous nous écoutez, vous avez tout à fait le droit d'intervenir ou de nous poser certaines questions pour les prochains podcasts que l'on enregistrera. Donc vous êtes tout à fait libre de nous interpeller sur Twitter, sur Mixcloud, et vous êtes d'ailleurs tout aussi libre, mes chers amis auditeurs adorés, je vous brosse pas du tout le poil, de partager nos podcasts et d'en parler à vos petits camarades si cela vous botte. Aujourd'hui, en tout cas, moi ce qui me botte, c'est de faire un petit point sur le résultat final de la Liga Águila colombienne, qui est arrivé à son terme le week-end dernier. Alors on enregistre donc le 18 juin 2017, nous sommes en 2017, avec El Cafetero, Pierre Gerbeau. Hola, que pedo, pero? Voilà Simon, ça va? Ça va bien, je te remercie. Ensuite, on traversera le Pacifique pour faire escale dans l'Empire du Milieu, où on va causer taxes, un petit peu, on va causer sous-sous, et comportement du contingent étranger des clubs chinois, avec Sébastien Lucas. Ni hao, Seb. Ni hao Simon, ça va bien? Ça va bien. Et pour finir, on restera du côté de l'Asie du Sud-Est, de l'Asie de l'Est, avec Baptiste Morégal et sa K-League qui va nous parler de ces mystérieux clubs militaires en Corée du Sud, sujet qu'il avait déjà évoqué dans un article il y a bien 2 ans maintenant sur Lucarne Opposé. Comment ça va, Baptiste? Salut, ça va bien et toi? Ça va, nickel. Eh bien, écoutez, on va pas perdre plus de temps que cela. Et on va démarrer, on va partir donc en Colombie, à Bogota, où on va prendre un petit arabica bien serré, là, parce qu'il faut pas oublier que le café colombien, c'est quand même une valeur sûre. Et donc, on va aller à Bogota chez Pierre, à Bogota, où le trophée n'y est pas, puisque en fait, la finale de la Liga Águila opposait le Deportivo Cali et l'Atlético Nacional de Medellín. Donc, pas de club de Bogota. Et tout ça a donné 2 rencontres plutôt productives. Je me trompe pas, Pierre? Non, t'as totalement raison. Au passage, donc au-delà des cafés, faudrait un jour que tu viennes manger les spécialités culinaires locales, qui sont notamment des soupes, puisque ici il fait un peu froid. Bien, ouais. Grand plaisir. 2 gros matchs en finale entre Cali et l'Atlético Nacional. L'Atlético Nacional mérité, ça aurait été un vrai scandale et une grosse surprise de ne pas les voir en finale. Et donc par rapport à ça, c'était logique. On attendait moins le Deportivo Cali, qui avait fait une saison vraiment moyenne avec un changement de coach en cours de route, puisque c'est Mario Yepes, évidemment, là, que tout le monde connaît, qui est passé par le PSG Nantes, qui a débuté la saison sur le banc. Du Milan et du Chievo Vérone, je crois. Oui, c'est ça. Après, il est passé en Italie. Donc, il avait commencé la saison sur le banc du déport, et ça s'est moyennement passé. On l'a viré, ou il s'est viré tout seul, mais on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a eu un changement d'entraîneur en cours de route, et c'était vraiment le Deportivo Cali, l'équipe typique sur courant alternatif, qui alternait entre le très bon, notamment à la maison, et qui était vraiment aux abonnés absents à l'extérieur. Et donc, ils se sont retrouvés un peu par hasard en finale. Ils ont fait un gros quart de finale à la maison contre le DIM, où ils mettent 4-1. Après, ils se prennent 3-1 à la maison, mais ils ont fait vraiment un gros match. Et en demi, on avait le Classico Caleño, donc face à l'América. Et même chose à l'extérieur, ils sont vraiment moyens, timorés, c'est vraiment pas beau. Ça se finit sur un bon vieux 0-0. Et au retour, ils font un match solide, sérieux, où ils ont mérité leur victoire 2-0. Et donc, ils se retrouvent en finale un peu, pas vraiment par hasard, mais surprise. C'est pas forcément ce qu'on attendait le plus à cet endroit-là. Ouais, voilà, on entendait plus l'autre équipe de Medellín, le DIM, qui était plus solide et qui avait vraiment beaucoup mieux joué pendant la saison régulière. Donc là, ils se retrouvent en finale face à l'Atlético Nacional. Et là, grosse surprise, et premier match à Cali. Et ils font un match vraiment de dingue, quoi. C'est hallucinant. Ils font un pressing tout terrain pendant 90 minutes. Vraiment, ils dominent, ils les mangent. Et l'Atlético Nacional, même en Libertadores, il s'était jamais fait manger comme ça sur la première partie de saison. Donc, Cali gagne logiquement 2-0. Avec un carton rouge en fin de partie en plus sur l'Atlético. Ouais, l'Atlético Nacional qui forcément se fait bouffer, et ils ont un peu craqué.
Et tu as le capitaine Alexis Enriquez qui a mis un bon vieux coup de coude sur un attaquant et donc qui prend rouge. Donc ouais, et grosse surprise la finale aller, Cali qui fait vraiment un match de dingue. Mais donc, comme tu l'as dit, le Deportivo a du mal, peine à l'extérieur et le retour se jouait donc à l'extérieur. Ouais, c'est ça, on se demandait vraiment si ça allait tenir. T'avais donc l'Atlético Nacional qui jouait la finale retour sans son capitaine. Ouais, on se demandait s'il y avait une chance pour Cali et puis on a assez vite été fixé, hein, retour donc à Medellín. Évidemment, grosse ambiance. Et puis, la finale, au bout de 15 minutes, Nacional avait déjà fait son retard. T'as McNelly Torres, Mateus Uribe qui avait mis 2 buts. Ils mettent Cali revient un peu avec un contre son camp, mais ils explosent en fait. La première mi-temps était vraiment super rythmée et ça allait un peu vite, un peu trop vite même pour Cali, qui a en plus perdu son milieu défensif Kevin Balanta, très bon. Hein. Je vous conseille de suivre ce joueur. Très jeune, qui a moins de 20 ans et qui est vraiment l'avenir. S'il se développe bien et s'il fait pas des joyaux de l'avenir colombien. Ouais, il peut vraiment être l'avenir du foot colombien. Donc Kevin Balanta, il se pète, absent 2 mois, il se pète au bout d'une demi-heure. Donc voilà, Cali, ils ont petit à petit pris l'eau, même si le rythme n'était pas dingue en deuxième mi-temps. Ils prennent un 3e but monstrueux juste avant la mi-temps. Et puis après, ils explosent petit à petit à un quart d'heure de la fin. Voilà, péno, ça fait 4-1 et dans la foulée 5-1 en contre. Et puis voilà, National champion et c'est on ne peut plus logique. Ils ont vraiment été les meilleurs sur cette première partie de saison. On a vu. En fait, c'était les premiers. Ils ont terminé premier du classement régulier. Ouais, phase régulière. Sur les 20 matchs, ils font 15 victoires, 4 matchs nuls et 1 défaite. Et en fait, eux, ils sont jamais emmerdés quand ils ont perdu la moitié de l'équipe en un an et ils sont pas emmerdés. Là, cette année, en plus, tu as Felipe Aguilar qui se pète assez rapidement pour toute la première partie de saison. Et là, bim, il faut sortir un jeune, Carlos Cuesta, qui a vraiment explosé. Enfin, explosé. On va relativiser. Qui a vraiment montré le bon. On va surtout éviter d'utiliser le terme explosé quand on parle de Colombie en ce moment. Ouais, c'est malheureusement ça c'est autre chose, mais ouais, qui a vraiment pointé le bout de son nez, qui a vraiment montré un potentiel intéressant pour le futur. Donc Carlos Cuesta, il y a Rodin Quiñones aussi, un jeune, même chose. Tu perds Berrio, tu perds Marlos Moreno, tu es obligé de retrouver des joueurs sur les côtés. Rodin Quiñones, il a montré qu'il pouvait être une vraie alternative à court et à moyen terme. Tu perds Borja, tu fais revenir au pays Dairo Moreno, il termine meilleur buteur. Enfin, ils sont vraiment jamais emmerdés, ils ont toujours les bons choix. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied parce que moi je voulais justement te poser comme question quelles étaient un peu les révélations de cette Apertura 2017 de la Liga Águila. Et donc voilà, c'est hallucinant, ça retombe chez Atlético Nacional qui me semble était tenant du 6. Non, ils n'ont pas gagné de titre l'année dernière. Non, c'est vrai, ils étaient fatigués, autant pour moi. À chaque fois, ils perdent en demi-finale. Bon, le retour, ils perdent avec les 9 parce que la Di Mayor avait fait un choix dégueulasse, et je pèse mes mots, vraiment dégueulasse, de maintenir le championnat alors que l'Atlético Nacional jouait la Coupe du Monde des clubs. Donc, tu te retrouves avec tes U19, voire U17. Non, mais voilà, ça, c'est la politique du club. Hein, ça reste hallucinant que l'Atlético sorte une super génération en 2016, perdre tout le monde pour des clubs plus importants, que ce soit en Europe, au Brésil ou au Mexique, parce que ces championnats génèrent plus d'argent que le championnat colombien. Ils vont retrouver des ressources pour sortir des joueurs, retrouver des gros joueurs. C'est impressionnant. C'est impressionnant et à la fois pas tant que ça parce que c'est la politique du club tout simplement. Ils bossent avec les jeunes. Leur credo, c'est de former le plus tôt possible. Donc des jeunes, ils vont chercher des gamins 15, 16 ans, etc. qui font pousser, qui développent petit à petit des équipes de jeunes pour au final arriver en équipe A avec déjà un minimum de maturité, un minimum de niveau d'assurance. Donc c'est ça, tu te retrouves, c'est pas surprenant de te retrouver avec des Carlos Cuesta, avec des Felipe Aguilar qui est blessé, qui va revenir. Tu te retrouves avec des Rodin Quiñones, tu te retrouves avec, on le connaissait déjà, il avait fait des apparitions, mais Andrés Ibargüen,
qui était là et qui commence à prendre un peu plus d'assurance et à un peu plus d'importance dans cette équipe. Donc c'est pas surprenant. Et puis ils font toujours des bons choix. Au niveau des joueurs qu'il faut revenir, des joueurs confirmés. Là, ils prennent Comme Dairo Moreno qui récupère au Mexique, si je me trompe pas. Aldo Ramirez qui est au milieu de terrain, qui a tenu la baraque, hein, qui a fait son taf, qui n'était pas toujours titulaire, mais qui a fait son taf. Donc, ouais, ils font vraiment tout le temps des bons choix. Et après, il faut dire, ils sont aidés, hein, ils ont l'argent pour aussi, quoi. C'est un des plus gros clubs de Colombie. Mais d'ailleurs, à part l'Atlético Nacional, donc qui roule un petit peu sur le championnat presque quoi qu'il arrive, même si on leur met des bâtons dans les roues, comme faire jouer les demi-finales pendant qu'ils sont en Coupe du Monde des clubs. Quelles sont un peu les surprises du coup de cette année dans le championnat colombien? On a dit que le Deportivo Cali n'était pas forcément attendu en finale, mais ça reste un gros club. Par exemple, sur le Deportivo Cali, on va retenir quelques joueurs de cette. Ouais, le Deportivo Cali, en fait, ils ont une ligne offensive qui est vraiment très intéressante. Ils ont un Argentin, un ailier argentin, Fabián Zambuesa, et qui est sur son côté droit, qui est assez virevoltant, qui essaye de mettre du rythme, de dynamiser, qui essaye de déborder, passer en un contre un, etc. Et tu as un numéro 10 qui est vraiment à suivre aussi, qui est Nicolas Benedetti, qui est colombien et qui a une vingtaine d'années et qui est aussi un joueur pétri de talent, et quand il se décide de jouer, ça fait mal, quoi. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent en finale, le quart de finale, aller contre le DIM. Voilà, Benedetti a vraiment fait tout le taf. Là, manque de peau, il pouvait pas jouer la finale retour, il était blessé. Mais ouais, Nicolas Benedetti, c'est vraiment un joueur à suivre. Et Andrés Roy, même chose. C'est un talent confirmé. Il était avec la sélection colombienne au JO en 2016. Donc ces trois-là, Roy, Benedetti et Zambuesa, quand ils se décident à jouer, quand ils s'entendent, forcément ça te fait une des lignes d'attaque les plus talentueuses du pays. Donc c'est vraiment intéressant quand ils arrivent à jouer ensemble. Ça n'a pas toujours été le cas, notamment avec Yepes. Donc c'est à mon avis, c'est les trois qui ont vraiment permis au Deportivo Cali de se retrouver en finale. Tu parles de Yepes et du Deportivo Cali. Donc, je rappelle, Mario Yepes a débuté la saison avec le Deportivo Cali. Puis, comme tu le dis, on ne sait pas trop, ça c'est compliqué, s'est viré tout seul. Bref, on peut quand même lui attribuer une petite part dans ce parcours jusqu'à la finale, ou vraiment il y a un avant-après Yepes. Franchement. Oui, franchement. Non. Yepes, son équipe, elle a rien à voir. Mais même Cardenas, hein, le nouveau coach, pendant la saison régulière où il a repris les rênes, c'était pas extraordinaire, tu vois. On s'est jamais tapé le cul par terre en voyant le Deportivo Cali jouer. C'était pas flamboyant, c'était vraiment alternatif, comme j'ai dit. Des fois, ils étaient capables de sortir par moment, par match, ou des matchs entiers à la maison, un jeu vraiment intéressant, vraiment collectif, tout ce qu'on aime, quoi, du football. Mais il y a d'autres moments où avec Cardenas on s'est fait chier aussi, et juste là ils ont vraiment alterné le chaud et le froid. Et en quart de finale, ils font un gros match à la maison face au DIM, ils mettent 4-1, et au retour ils explosent comme du popcorn. C'est vraiment une équipe qui a un petit peu marché sur l'apparition de talent, les joueurs que tu as nommé, comme Buesa, Benedetti. Marché en se mettant à l'abri et en faisant des cartons à la maison. Et puis à l'extérieur, s'ils essayaient de serrer un peu le jeu, c'était un peu plus dans l'optique de OK, on contient et puis on voit ce qui se passe, quoi. Et c'est ça le Deport Cali, ils se sont retrouvés là surtout grâce à leur grosse perf à la maison. C'est ça. Attention à la clausura qui va arriver, parce que être trop inconstant, le Deport peut se retrouver dans l'embarras et faire un parcours complètement différent que ce parcours de finaliste qu'il a fait. Ouais, je pense que refaire finale, vraiment, ça va être chaud pour eux sur la phase retour. En tout cas, nos amis joueurs de Football Manager sont prévenus. Il y aura des petites pépites à aller chercher du côté du Deportivo Cali et de l'Atlético Nacional, bien sûr, mais ça, on est assez habitué. Moi, j'ai une dernière question pour toi, Père. Quand tu nous avais présenté le championnat avant
que la phase régulière se termine, on avait eu quelques surprises qu'on retrouve en quart de finale, des clubs qu'on n'est pas forcément habitué à voir à ce niveau, que ce soit les Jaguares de Cordoba, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga. Et est-ce qu'on va les revoir, ces clubs-là? C'est des feux de paille ou est-ce qu'il y a un projet derrière? Est-ce qu'on va on va prendre au cas par cas. Pasto, ouais, je pense que ouais, Pasto, c'est une vraie équipe. C'était pas vraiment une surprise de les retrouver. Ils finissent 3e sur la phase aller. C'est pas vraiment une surprise. Ils avaient beaucoup de joueurs d'expérience. Ils avaient un coach, Flavio Torres, qui sait faire jouer son équipe. Donc eux, je pense que cette saison, on peut vraiment les retrouver dans les playoffs. Après, Bucaramanga, Jaguares, non. Et pour la simple et bonne raison, c'est pas par rapport à eux, c'est que tout simplement derrière, tu as des grands changements qui sont en train de se faire. Junior, ils sont en train de se faire une équipe vraiment très 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 solide. Junior, on rappelle, c'est Junior de Barranquilla. Ouais, c'est Junior de Barranquilla. Un club historique de Colombie et la ville de naissance de Shakira. Voilà, exactement. Barranquilla, siège de la sélection, etc. Ils sont vraiment en train de… On a les références qu'on a. Voilà, ils sont en train de recruter fort, donc je vois mal comment ils pourraient ne pas faire les playoffs, voire même ne pas se mêler à la lutte pour le titre en deuxième partie de saison. Et t'as Santa Fe qui est aussi en train qui a changé d'entraîneur, qui fait venir, et ça, faudrait que Jérôme il nous en parle mieux, mais ils ont fait venir un Uruguayen qui est passé par le Peñarol, qui a entraîné les moins de 20 là-bas, qui est passé aussi par l'Argentine, par le Paraguay. Donc ouais, Santa Fe, ils sont en train de se reconstruire aussi, et qui s'appelle donc l'entraîneur Gregorio Pérez. Et donc ils vont vraiment se reconstruire, et ça va vraiment être autre chose qu'avec Costas dans la deuxième partie de saison. Donc c'est pour ça que je pense que les équipes qui se sont retrouvées là, Jaguares, Bucaramanga, à mon avis, ça peut être short pour ne pas les retrouver. C'était plus par défaut en playoff l'année prochaine. Enfin, c'est plus ces deux-là. Pasto, c'est différent, il y a un projet, mais Bucaramanga et Cordoba, c'était plus par défaut par rapport à une méforme, un manque de performance de la part à deux gros que sont Santa Fe. Ouais, c'est ça, parce que Santa Fe s'est loupé, parce que Junior s'est loupé, donc et ça leur a ouvert un chemin, et ils s'y ont gouffré dedans, et voilà, ils n'ont pas volé leur place. Mais là, sur la phase retour, je pense que ça va être plus chaud pour eux de les retrouver en play-off. D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup Pierre. Et quand est-ce que commence la clausura? Bonne question. Je veux pas te dire de conneries, mais c'est dans un mois. En gros, c'est dans un mois. J'ai pas la date exacte, mais c'est un petit mois de battement. D'accord. Merci. C'est parfait. Et on se retrouvera du coup pour briefer ces clausura et la suivre ensemble sur les podcasts L'autre football. Muchas gracias, chico. No, de nada, señor Simon. Alors, on va partir un petit peu, comme on a dit, on va de l'autre côté du Pacifique, on va aller en Asie, du côté de Sébastien Lucas. Lucas, j'ai la déformation latino, donc je te transforme en Sébastien Lucas. Et donc on va partir en Chine, en Super League chinoise, où tu vas nous parler donc d'une taxe, d'une nouvelle réforme un petit peu sur le fonctionnement du championnat. Et aussi, tu veux nous parler du comportement des joueurs étrangers des clubs chinois. Je suppose que dans le tas, tu vas nous parler de Tevez, bien évidemment, mais aussi plus récemment d'Oscar, j'imagine, je me trompe pas? Non, c'est ça. Du coup, tu voulais nous parler de la taxe. On va garder les joueurs étrangers qui comportent de mauvaises manières pour la seconde partie. Et d'abord, oui, tu veux nous parler d'une taxe de 100%, mais de quoi il s'agit en fait? Alors, la nouvelle taxe qui a été introduite pour le mercato, c'est une taxe pour éviter les montants assez farfelus qui ont été annoncés dans la presse, et pour éviter l'évasion des capitaux au niveau du pays, parce que la Chine a vraiment peur de voir son argent partir vers l'étranger et faire du blanchiment aussi. Du coup, ils ont instauré une taxe. En prenant en compte que du coup les sommes faramineuses payées pour des joueurs ou des partenariats de clubs chinois vers des clubs européens ou latinos serait une sorte de fuite
d'argent chinois et voire du blanchiment d'argent, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. En fait, ce qui a mis le feu aux poudres un petit peu, c'est cet hiver quand il y a eu les sommes annoncées pour Oscar et pour le salaire de Carlos Tevez. Et du coup, le gouvernement a commencé à travailler avec la fédération chinoise à calmer le jeu. Et du coup, ils ont sorti la taxe qui s'appelle la taxe 100%. Alors, c'est une taxe qui a été mise en place au mois de juin et qui va s'appliquer sur tout transfert de joueurs étrangers ou joueurs locaux qui dépasserait 5,9 millions d'euros pour les étrangers et 2,6 millions d'euros pour les joueurs chinois. Au-delà de ces montants, les clubs devront payer le double du prix du transfert. C'est-à-dire que, exemple, on parle en ce moment d'Anthony Modeste qui viendrait à Tianjin. Tu vas de Cologne pour aller à Tianjin, ouais. Ouais, donc on parle de 30-35 millions d'euros. Ça voudrait dire que le club devrait débourser entre 60 et 70 millions d'euros pour son transfert. 35 millions qui partiraient à Cologne et 35 millions qui partiraient dans un fonds d'investissement pour le football au niveau des jeunes joueurs et pour le football amateur. Mais alors, du coup, logiquement, on peut se poser la question, est-ce que ça va pas faire perdre les clubs chinois en compétitivité financière face aux gros clubs européens, compétitivité qui actuellement a fait que la Super League a été super attractive pour plein de joueurs qu'on s'y attendait pas trop, type Hulk, Willian, comment il s'appelle, Axel Witsel, enfin voilà, des joueurs pourtant assez jeunes et qui auraient pu continuer en Europe sans problème. Est-ce que les clubs chinois vont continuer à être très compétitifs comme ça et pouvoir shipper des joueurs à l'Europe? Alors là, d'après ce que j'ai pu lire sur les différents médias, il y a une forte envie des clubs de se plier à la règle. Il y a aussi dans la culture chinoise, c'est toujours à la recherche de comment esquiver ou contourner le système. Ça, ils sont très forts là-dessus. Donc, je pense que ça va calmer ou peut-être rationaliser. On verra pas des offres comme il avait été annoncé pour Aubameyang à 150 millions d'euros. Faut rester pertinent. Ça, 150 millions pour Aubameyang, c'est n'importe nawak. Du coup, je pense pas que ça va perdre de l'intérêt parce que tu pourras peut-être négocier plus facilement, enfin pas plus facilement. Tu pourras négocier de façon plus sérieuse avec les clubs plutôt que de sortir le chéquier et de pas négocier avec les clubs. Et après, il n'y a pas de règle sur le montant du salaire. Donc ça, c'est peut-être une des problématiques, c'est qu'il n'y a pas de salary cap. Du coup, tu peux signer un joueur brésilien ou un gros joueur en Europe pour une somme raisonnable, 10-20 millions. Tu payeras 40 millions avec la taxe et tu pourras lui proposer 20-30 millions, 40 millions d'euros par saison si tu en as envie. Ça, pour le moment, il n'y a pas de règle qui empêche de faire ça. Mais alors du coup, ça veut dire que tu vas recruter, tiens, oh là là, les jeux de mots, c'est fantastique. Tu vas recruter Modeste. Oui, c'est ça. Vous l'avez? Ouais, Modeste à 10 millions, voilà, c'est pas très modeste. Non, c'est pas très modeste, mais comment dire, du coup, tu vas recruter des joueurs plus de l'envergure d'Anthony Modeste, plus que des joueurs d'envergure beaucoup plus grande, tels qu'ils l'ont fait avant avec Hulk, Axel Witsel, Oscar, donc récemment. Voilà, tu vas recruter plus des joueurs, pas Ligue des Champions, mais Europa League. C'est du moyenne gamme, en fait. Voilà. Donc ça, oui, c'est le risque. T'as ce risque-là, et puis t'as le risque de voir la Chinese Super League se transformer en championnat un peu comme en Inde, où t'as les joueurs en fin de carrière ou qui viennent, ou les joueurs qui sont libres de tout contrat aussi. Mais en principe, les joueurs talentueux qui sont libres de tout contrat, ils sont au bout du rouleau. Et du coup, c'est un des risques. C'est un peu extrême comme mesure de la part du gouvernement et de la fédération chinoise. Bon, après, en Chine, c'est l'absurde qui
qui continue en fait en permanence, ça se renouvelle. Là, au mois de janvier, c'était au mois de février, une fois que tous les transferts avaient été commencés, toutes les négociations avec des joueurs étrangers et même des contrats signés, ils ont sorti la petite règle des 3 étrangers maximum par match, alors qu'avant c'était 4+1. Et du coup, tu as des joueurs étrangers qui n'ont pas du tout joué. La fédération chinoise, en fait, au lieu de travailler dans l'anticipation, elle fait dans la réaction, en fait. Elle a peur de perdre la face, surtout au niveau de l'étranger. Donc du coup, voilà, on se retrouve avec un truc tout pourri. Ils ont mis en place un autre système aussi pour éviter le contournement qui serait assez flagrant. Par exemple, tu as l'Inter Milan qui est une propriété du groupe Suning. Suning possède un club en Chine, le Jiangsu Suning. Il sera malheureusement impossible que le groupe Suning via l'Inter achète un joueur et le reprête à l'équipe en Chine. S'ils font ça, ils seront aussi taxés par rapport au montant d'achat du joueur. C'est-à-dire, par exemple, Gabriel Barbosa a été acheté 29 millions d'euros au Brésil par l'Inter. Si aujourd'hui il le prête à Jiangsu Suning, eh ben Jiangsu Suning devra payer 29 millions d'euros de taxes à la fédération chinoise. Ah oui, en effet. Donc oui, c'est une sacrée mesure et pas mal d'absurdité derrière tout ça. Sébastien, Suning, c'est le club de Roger Martinez. Oui, c'est celui-là. C'est celui de Martinez, Ramirez et Teixeira. Et on parlait beaucoup de Roger Martinez à l'Inter de Milan. Est-ce que via on va dire la Suning, est-ce que c'est dans les tuyaux ou il va rester en Chine? Là, enfin, il n'y a pas sur les réseaux sociaux, tout ça, il n'y a pas de. Même dans les médias traditionnels, on n'en parle pas. Alors bon, c'est l'arrivée de Capello va peut-être changer la donne, je sais pas. Ok. Et j'ai une autre question sur les clubs chinois en termes de stratégie des transferts. Ils sont vraiment sur une optique de recruter en Europe des Européens ou des Latinos, ou est-ce qu'ils auront une idée de progressivement de faire revenir alors des joueurs chinois qui jouent en Europe à très haut niveau, il n'y en a pas des masses, mais à minima des joueurs vraiment asiatiques. Coréens, par exemple. Coréens ou japonais. Les Coréens, eux, ils vont repartir de là où ils viennent parce que il y a plus d'intérêt en fait dans le championnat chinois d'avoir un Coréen depuis que la Chine a enlevé le quota du +1 asiatique en fait. Du coup, un joueur coréen, c'est l'égal d'un joueur brésilien, un joueur argentin. Ils sont devenus malheureusement inutiles en fait. Ils étaient là pour faire le chiffre +1 pour avoir un joueur étranger, mais maintenant c'est plus le cas. Par contre, pour la stratégie de recrutement, je pense qu'ils vont rester sur des bases un petit peu comme ils ont fait avec des joueurs des joueurs européens. Les joueurs chinois, ils sont en train de revenir en Europe, de partir de l'Europe vers la Chine, notamment les joueurs de moins de 23 ans, parce que c'est les joueurs qui ont commencé dans les clubs en juvénile ou en U19 et du coup ils ont beaucoup d'expérience du jeu européen et ils sont rebasculés, ils sont rachetés. Notamment, il y a le défenseur de Guangzhou Evergrande, Soussine, qui s'est fait recruter pour 4,5 millions d'euros par Evergrande depuis, il me semble qu'il joue à l'Atlético de Madrid. Et ça, c'est en train de se mettre en place. Actuellement, il y a beaucoup de prêts de joueurs chinois qui sont prêtés de l'Europe vers la Chine. Et au final, il y a des clubs comme Guangzhou Evergrande qui a un objectif, l'objectif 2020, c'est une équipe 100% chinoise sans aucun étranger et qui soit compétitive. D'accord. Et du coup, tu parlais d'étrangers. On va passer à la seconde partie de ta chronique chinoise. Tu parlais des étrangers, des quotas, etc. Ces étrangers, donc, on a vu récemment avec l'affaire Carlos Tevez et puis récemment, donc, tu veux nous en parler avec Oscar. Les étrangers ne se comportent pas forcément très bien dans la Super League chinoise. Tiens, prenons le cas Oscar qui a eu, a été pris à partie, probablement à raison ou pas. Il est sorti du coma ou pas? Entre Guangzhou et Rizhou. Qu'est-ce qui s'est passé exactement?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait tout part d'une erreur d'arbitrage. T'as Oscar qui fait un 1-2 avec Hulk sur l'égalisation, sauf que Oscar est hors jeu de 1 mètre, 1 mètre 50. C'est tellement flagrant que je sais même pas comment l'arbitre a pas vu. Et du coup, après après avoir marqué ce but-là, Hulk est allé voir Oscar. Oscar a chambré. On va dire les choses comme ça. Il a chambré. Il a fait un petit peu de trash talking avec les joueurs de Guangzhou. Et du coup, par la suite, il y a eu une action un petit peu litigieuse où Oscar a été physique, mais je trouve que c'était un peu stupide de sa part. Il a clairement visé les joueurs avec les ballons, avec des grosses frappes. C'est la vidéo qui a ça a beaucoup fait un tourné, petit peu ça. dégoupiller en fait. Alors, je rassure tout le monde, Oscar est pas dans le coma. Par contre, je pense qu'il a gagné sa statuette pour meilleur acteur. En effet, mais alors, du coup, tu parles de comportement, de mauvais comportement d'étrangers au pluriel. Oui, C'est une accumulation, c'est une généralité. Et alors, surtout, on va dire d'où ça c'est vient, surtout une impunité en fait. C'est surtout une impunité par rapport à la fédération. Alors on se souvient peut-être tous le premier match de Shanghai contre Tianjin où Alex Witsel se fait marcher sur le pied par, enfin c'est plus que marcher, il se fait écraser violemment le pied par Xinjiang. Ouais. Le joueur chinois prend 6 mois de suspension. Donc déjà là, il y a une petite aberration, en sachant que Witsel a quand même mis pendant ce match-là, a mis un gros coup de coude dans le visage de Guarin et ça s'est passé à l'as. Plus récemment, tu as Giovanni Moreno qui a mis un gros coup de coude à un joueur chinois. Pareil, c'est passé à l'as. Il a pris un carton jaune, c'était son deuxième. Il a pris un carton rouge. Il a juste pris un match de suspension. Alors que dans le même temps, tu as des joueurs chinois qui vont prendre 4 matchs, 5 matchs, 3 matchs pour des comportements qui sont moins violents, mais qu'ils ont mis de l'engagement. Et du coup, c'est une justice à deux vitesses en fait qui s'est mise en place au niveau de la Fédé. Alors déjà, c'est passé à l'as, celle-là, je la connaissais pas, ça doit être une expression occitane. Désolé, alors il n'y a pas de mal, on a aussi des Québécois dans l'équipe, on est ravis d'apprendre du vocabulaire et des nouvelles expressions francophones tous les jours. Mais alors du coup, cette impunité et ce traitement, enfin plutôt cette justice sportive à deux vitesses, est-ce qu'elle est due au fait que, manifestement elle est due au fait que ce sont des joueurs étrangers, mais est-ce que c'est pour les protéger, pour les garder dans le championnat, ou c'est par rapport à un certain complexe asiatique par rapport à l'Europe, ou je ne sais pas, je pose la question. Alors, je dirais que c'est pour les protéger, pour montrer qu'ils ont une certaine importance, parce que c'est quand même eux qui font venir les droits TV, hein, on va pas se leurrer. Mais bon, après, c'est surtout la fédération chinoise qui veut montrer qu'elle a le contrôle de ses joueurs et qu'il faut faire du politiquement correct. En fait, les joueurs chinois sont connus pour être très agressifs. Ils jouent beaucoup au physique, et je pense que la fédération veut calmer le jeu par rapport à ses joueurs, mais c'est une mauvaise image parce que les supporters chinois sur les réseaux sociaux ou sur les différents forums, ils comprennent pas en fait que t'es un joueur qui marche sur le pied d'un autre, il prend 6 mois, et que l'étranger qui va faire un tacle appuyé et qui à la limite il peut casser la jambe du mec, il va prendre un match voire deux. Je sais, il y a des choses un petit peu. Combien il avait bizarre. pris, par exemple, Ramirez, le Brésilien ancien de Chelsea, quand il s'était, il me semble qu'il avait initié une très grosse bagarre il y a quelques temps. Tu te souviens combien il avait pris? Il avait été aussi protégé comme ça? Il me semble que le plus... Alors, pour Ramirez, je pourrais pas dire exactement. Par contre, la plus grosse suspension pour un joueur étranger cette saison, c'est Teixeira qui a pris 4 matchs de suspension. Mais là, c'était pareil. On n'a pas compris pourquoi. En fait, il prend 2 cartons jaunes, il prend un carton rouge, et il a pris 4 matchs de suspension pour
pour avoir contesté la décision de l'arbitre. Donc des fois, tu as vraiment des choses bizarres. Et par exemple, pour en revenir à notre très cher Roger Martinez, lui n'a pris que un match pour avoir snobé le protocole de fin de match contre Guangzhou Evergrande, alors que dans le même temps, en D2 chinoise, un joueur, lui, a participé au protocole, sauf qu'il a serré la main des arbitres en faisant un peu des checks, un peu en se foutant de leur gueule parce qu'il avait il pensait que l'arbitrage a été très mauvais, chose qu'on lui donnera raison parce que l'arbitrage était vraiment très très mauvais. Il a pris 7 matchs de suspension pour ça. Donc voilà, on voit un petit peu les différences de traitement. Après, c'est comme ça, quoi. Mais même au niveau des dirigeants, tu vois c'est à deux vitesses parce que on va prendre le cas de Carlos Tevez. Là, les matchs qu'il a fait, à part aujourd'hui où il a fait une passe décisive pour Guarin de Chine, le mec, c'est un plot en fait. Et tu nous as montré, tu avais posté, vous pouvez aller sur le compte de Sébastien, le compte Twitter de Sébastien pour aller voir. Tu avais mis une vidéo, une espèce de petit passage avec la caméra fixée sur Tevez pendant un match qui était complètement statique, les mains sur les hanches au milieu de terrain, alors qu'il y a une vraie action autour de lui, et c'est assez impressionnant. C'est totalement normal pour revenir à l'arbitrage, c'est totalement normal que les joueurs chinois ne comprennent pas cette différence de traitement. Enfin, c'est incohérent la manière de gérer ça en Chine. Enfin, ça me paraît totalement. C'est ça, en fait, l'arbitrage, c'est de l'amateurisme. C'est tellement flagrant que tu te demandes même comment. Après, je comprends qu'ils voulaient faire venir des arbitres étrangers en Chine, notamment, il me semble. C'était un arbitre russien ou un arbitre allemand qui avait arbitré la Coupe du Monde. Il devait venir. Bon, ça s'est pas fait. Après, ils ont testé avec des arbitres japonais, des arbitres coréens à une époque. Ça s'était moyennement bien passé. Après, je pense que ce qu'il leur faudrait, c'est une professionnalisation de l'arbitrage avec un encadrement d'arbitres internationaux étrangers et qui participent à des compétitions régulières à l'étranger pour voir comment ça se passe plutôt que parce que là ça devient dramatique en fait. Tu peux avoir un match qui bascule parce que le gars il juge qu'il y a penalty alors que il se passe rien, ou alors le gars la main elle est flagrante et puis non, ça passe à l'as. Même l'entité qui donne les sanctions, parce que tu peux pas pour une même faute, tu peux pas donner par exemple 7 matchs et un match quoi. Enfin, c'est incohérent. C'est exactement ça. Alors, ce qui va se passer aujourd'hui, il y avait pour en revenir à Oscar, il avait l'audience auprès de la fédération chinoise pour sa petite mêlée avec les joueurs de Guangzhou RNF. Donc là, on a aussi Li Tixian et Fu Huan qui sont passés, et le quatrième joueur, c'est le joueur de Tianjin Teda, Muzeper Miramejan, qui est passé en commission de discipline. Alors on aura les résultats demain, mais il se dit que Oscar pourrait ramasser une sanction. Alors on va voir combien prendront les joueurs chinois et combien prendra Oscar. On verra bien. Et d'ailleurs, après, c'est assez normal de voir que le championnat chinois, que la Super League chinoise doit encore se professionnaliser, doit encore trouver sa voie, sa manière de faire, que ce soit sur les taxes comme sur le traitement de ces joueurs étrangers, puisque après tout, elle est encore en développement. Elle est encore assez récente. Oui, c'est ça. C'est tout à fait, dans le sens, c'est aussi tout à fait normal. Juste pour rebondir sur les joueurs les joueurs étrangers qui sont mauvais, enfin qui sont méchants, c'est ou mal intégrés, c'est pas le cas de tous. Hein. On voit, il y a Stéphane Mbia, Javi, l'Israélien, tout ça se passe très très bien. Ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'événements. Même Oscar, j'avais vu une vidéo d'Oscar qui mange dans un restaurant avec des amis chinois, voilà. Oui, voilà, mais ça peut se passer bien pour certains, mais après, malheureusement, on parle il y en a d'autres quand ça se passe mal, de toute façon. Eh ben, merci beaucoup, Sébastien. Pour rappel, un petit peu, le championnat chinois vient de terminer sa 13e journée. Guangzhou Evergrande fait toujours course en tête avec 34 points, une série de victoires presque
sans interruption, suivi du Shanghai SIPG d'Ulk, si je ne me trompe pas, et du eBay de l'ami El Pocho Lavezzi qui s'est réveillé. Hein. La première fois qu'on avait parlé de la Chine dans les podcasts, le eBay était plutôt dans le ventre mou, et voilà, ils ont vraiment accroché le podium cette fois avec donc un Lavezzi en feu qui mène le classement des passeurs avec 9 passes décisives. Ouais, c'est ça, et Rebet qui a profité du match nul de Shanghai SIPG pour revenir à 2 points, et on a vu encore un super Stéphane Mbia qui profite du temps de jeu qu'il lui a offert, et maintenant le quid ça va être après le mercato. Moi j'attends de voir ce que va faire Hernanes, parce que Hernanes a complètement disparu de la surface de la terre. Lui il a été recruté, il a pas joué depuis ça fait 9 matchs qu'il a pas joué, il est pas blessé, je comprends plus. Eh bien on sera ravis de le voir arriver en Ligue 1 le cas échéant. Moi personnellement je le prends à Saint-Étienne dans mon petit chaudron s'il faut, je pense qu'il irait très bien à notre nouveau coach Oscar Garcia. voilà. Vous avez laissé partir Guarine, c'est dommage. Oh oui, mais ça fait longtemps qu'on le regrette ensemble. Merci beaucoup Sébastien. Et donc, comme on l'avait dit, on va rester en Asie de l'Est et on va aller un petit peu plus au nord, du côté de la Corée du Sud et de la K-League, qui compte dans ses rangs, dans ses championnats, que ce soit la première division, la K-League ou la K-League Challenge, la deuxième division, des clubs très particuliers qui sont des clubs composés de militaires, ou plutôt de jeunes gens qui réalisent leur service militaire. Si j'ai bien tout compris à ce sujet, Baptiste, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces clubs militaires? Alors oui, tu as totalement raison. Donc il y en a 2 actuellement en Corée. T'en as un qui est en première division, le Songju Sangmu FC, et t'en as un qui est en seconde division. Il s'appelle le Asan Mugunghwa FC. Alors ces clubs-là donc sont très particuliers, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas des transferts comme tous les autres clubs. Ils ne sont essentiellement composés, enfin même c'est pas essentiellement, il y a que des joueurs qui sont en train de réaliser leur service militaire. Parce qu'en Corée du Sud, ça vous a peut-être pas échappé, mais nous sommes toujours en guerre avec la Corée du Nord. Donc le service militaire est toujours en place. 1949 si je ne m'abuse. 1950. Ouais, 40. Ouais. Pas dire que le début de la guerre de Corée c'est 1950, mais on va pas revenir sur les dates, mais voilà, le service militaire est toujours d'actualité. Donc chaque homme entre 18 et 31 ans, donc chaque homme sud-coréen doit s'absenter pendant 2 ans pour aller réaliser son service militaire. Et donc les sportifs n'échappent pas à la règle et sont obligés eux aussi, donc entre 18 et 31 ans, d'aller effectuer leur service militaire. Mais à la différence donc des hommes, des hommes sud-coréens qui sont en dehors du sport, ils peuvent reporter au maximum leur service militaire. Donc, c'est-à-dire que si on leur dit d'aller faire leur service militaire à 21 ans, ils peuvent dire « Attendez, je suis en train de faire ma carrière, on peut repousser ça ». Donc, l'État est compréhensif et leur dit « Oui, vous pouvez repousser ». Et donc, pour aussi répondre au fait que ces mecs-là vont devoir quitter leur carrière et donc, normalement, pas faire de foot pendant 2 ans, l'État a décidé de mettre en place donc 2 clubs de foot qui incorporent ces garçons et les fait donc jouer au plus haut niveau tout en effectuant leur service militaire. Et donc ça a été créé, le Songju Sangmu qui est le plus fort, hein, c'est vraiment celui des militaires parce que le Asan Mugunghwa, c'est vraiment l'autre. En fait, en Corée du Sud, vous pouvez faire 2 services militaires. Le service militaire actif, donc dans l'armée, et le service militaire qu'on peut dire passif, c'est-à-dire dans la police, chez les pompiers, enfin au service de l'État. Et donc c'est plutôt le Asan. Voilà, c'est ça. Mais nous, on va vraiment se focaliser sur le Songju Sangmu parce que celui-là, il joue en première division, alors que le Hassan n'a jamais atteint et il est plus vieux, le Songju Sangmu est plus vieux, il a un historique plus important par rapport à ça. Il a un plus gros historique. Donc en fait, ça a été créé, en fait à la base, que l'État coréen voulait, c'est que tous les sportifs, hein, donc multisports, puissent continuer leur carrière et ne pas l'interrompre pendant 2 ans. En plus, comme il y avait les Jeux Olympiques qui arrivaient en 88, il fallait vraiment que l'État s'active et fasse en sorte que tous les athlètes puissent donc faire en même temps répondre à leurs obligations envers l'État et continuer à être performants. Donc, ils ont créé en 83-84 un complexe sportif où tous les athlètes se réunissaient, donc parmi eux les footballeurs. Et ce club donc a accueilli tous les joueurs de foot qui pouvaient faire leur service militaire,
depuis 1983 à aujourd'hui. Et Alors, on rappelle rapidement que donc en 1988 avaient lieu les JO à Séoul, donc la capitale. C'est ça. C'est ça. Donc en fait, sur ce complexe de sport, on pouvait retrouver donc des pongistes, ceux qui font du badminton, ceux qui font du foot, ceux qui font du taekwondo, qui font du judo, enfin tous les sports étaient réunis au même endroit et faisaient leur service militaire. Donc quand on dit service militaire, bien sûr, ils ont des périodes d'entraînement où ils ne font pas ce que font les militaires, mais ils ont quand même la même discipline, c'est-à-dire qu'ils se lèvent à 6 heures du matin, il y a des inspections, ils ont un salaire qui correspond à celui de l'armée, ils ont un grade, quand ils arrivent, par exemple les footballeurs, quand ils arrivent au Songju Sangmu, pendant 4 semaines, ils ont un stage commando. Pendant 4 semaines, ils ne voient pas de foot, ils sont en stage commando, ils doivent se couper les cheveux, ils doivent avoir une tenue particulière, ils ont un grade, c'est-à-dire qu'il y a même des joueurs qui montent en grade. Par exemple, Lee Kun-ho, qui est actuellement à Gangwon et qui a fait son service militaire à Songju Sangmu entre 2013 et pendant son passage donc du service militaire. Donc ils ont vraiment l'aspect militaire dans ce club. Ils font du sport à haut niveau avec des bonnes infrastructures, mais ils sont militaires. C'est pas une planque. C'est pas on va. C'est pas juste professionnel, etc. On va vous mettre dans un petit cocon, etc. Le temps que vous fassiez votre service. Non, c'est un vrai service militaire sportif. Et voilà, c'est juste pour qu'ils gardent le haut niveau dans leur sport, mais le service militaire est effectif. Ils le font vraiment. C'est ça, exactement. Ils le font de A à Z, hein, vraiment. Enfin, bon, après, bien sûr, ils ont un comment dire, ils mangent pas. Je pense qu'ils mangent pas forcément la même chose que tout le monde parce qu'ils sont quand même sportifs de haut niveau. Ils doivent répondre à des exigences. Ils font pas tous les entraînements comme les autres, mais ils y sont en contact. Ils vivent vraiment là où dans un camp militaire. C'est pas on a créé une façade et puis vous vous mettez là et vous faites comme si non, c'est vraiment le cas. Et d'ailleurs, pour rentrer dans ce club-là, il y a certaines conditions, c'est-à-dire qu'ils font des tests physiques avant d'y rentrer. C'est-à-dire que tous les joueurs qui postulent ne sont pas forcément pris. Il faut vraiment être un bon joueur, avoir une bonne condition physique et répondre aux critères d'éligibilité au service militaire. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu à, on a eu quelque chose de semblable un peu en France. À une époque, il y avait, quand le service militaire était encore de rigueur en France, il y avait le bataillon de Joinville qui n'était pas un club en première division, mais qui recevait des sportifs de haut niveau. C'était des gens comme, il me semble, j'ai en tête Vicage Dorasso qui l'a fait, ou Jean Galfion, le perchiste français, qui ont fait le bataillon de Joinville. Et il me semble qu'en 1988, tiens, justement, l'équipe de France militaire, avec Vicage Dorasso dans ses rangs, et je crois Pierre Lègle, Lasland peut-être même, a été championne du monde militaire, avec Roger Lemaire comme entraîneur. Mais voilà, c'était encore différent, c'était pas un club à proprement parler comme le Songju Sangmu. Eux, c'est vrai, le Songju Sangmu, c'est vraiment un club. Bon, après, ils ont une interdiction, si par exemple ils se qualifient pour la Ligue des champions asiatiques, ils ne peuvent pas y participer parce qu'ils n'ont pas le droit de quitter le territoire. Ah oui, d'accord. Il y a quand même des subtilités, c'est-à-dire que ce club-là peut faire toutes les performances qu'il veut, il peut gagner le titre, il ne pourra jamais aller en Ligue des champions. Il n'ira pas en coupe continentale. Non. Impossibilité de quitter le territoire, sauf si bien sûr un joueur de Songju Sangmu est appelé par la sélection nationale, là il aura le droit, mais le club en lui-même n'a pas le droit de... Si un joueur de Songju Sangmu passe international, il a le droit de se déplacer avec la sélection. Il a le droit parce qu'il va représenter le pays, alors que Songju Sangmu représente Songju Sangmu, les militaires, non, ils n'ont pas le droit de quitter le territoire. Ils sont obligés d'être en Corée, donc interdiction de participer à la Ligue des champions. Oui, j'allais dire, il me semble qu'il y avait, avoir lu dans ton article, qu'il y avait un passe-droit à ce service militaire pour les héros, on va dire, les héros sportifs. Alors en fait, d'ailleurs, je vais expliquer. Après, je reviendrai aussi sur les règles d'entrée parce que actuellement autour de Son Heung-min, il y a une petite inquiétude. J'y reviendrai après. Donc oui, en fait, pour ne pas avoir à faire son service militaire quand on est sportif en Corée, on peut donc y échapper en gagnant 2 trophées. Donc le premier, c'est une médaille aux Jeux Olympiques, ce qui a fait l'équipe de foot en 2012, c'est-à-dire que tous les mecs qui étaient dans l'équipe de 2012 n'ont pas besoin de faire leur service militaire. Parmi eux, il y a les joueurs de Swansea, Gu Sang-yong, il y a Ji Dong-hwan des KUJA qui joue actuellement à Augsbourg, il y a Park Joo-ho qui joue à Dortmund, enfin bref, voilà. Ces mecs-là étaient dans cette équipe, donc n'ont pas besoin de faire leur service militaire. Et l'autre condition, c'est de remporter une médaille d'or. Donc cette fois-ci, c'est vraiment une médaille d'or, pas une médaille d'argent, pas une médaille de bronze.
non, c'est vraiment l'or, aux Jeux asiatiques qui se déroulent, pareil, je crois que les prochains sont l'année prochaine, donc c'est tous les 4 ans aussi. Il me semble que c'est tous les 4 ans parce que même les compétitions olympiques continentales dépendent du CIO et je crois que c'est le même calendrier. Donc c'est tous les 4 ans, donc les prochains sont en 2018. Et donc si ceux qui vont être appelés par la Corée pour y participer gagnent la médaille d'or, ils n'auront pas de service militaire à effectuer. Et il y a eu une exception, mais vraiment une seule, c'est lors de la Coupe du Monde 2002, comme la génération Park Ji-sung est arrivée 4e, le président a eu, on va dire, un moment de folie et leur a offert une exemption de service militaire, ce qui a permis donc à ces garçons de continuer leur carrière, donc justement à Park Ji-sung de continuer sa carrière en Europe. Et voilà. Mais sinon, gagner une Coupe du Monde ou gagner la Coupe d'Asie ne rentre pas du tout dans les critères. Donc j'ai pu lire en France. À la base, mettons que la Corée du Sud gagne la Coupe du Monde, c'est pas évident qu'il soit dispensé de. Non. D'accord. C'est-à-dire que le président, je l'imagine, ferait une dérogation comme il l'a fait en 2002 en leur disant voilà, vous avez représenté le pays, c'est un fait exceptionnel ce que vous avez fait, vous pourrez ne pas faire le service militaire. Mais à la base, ça ne rentre pas en compte parce que c'est pour c'est pour être équitable avec tous les sports qui donnent que aux Jeux Olympiques parce que les Jeux Olympiques normalement tu as tous les sports. Donc c'est pour être équitable avec tout le monde parce que le pauvre garçon qui fait du taekwondo et qui devient champion du monde, il n'aurait pas d'exemption de service militaire par exemple. Oui, donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc c'est vraiment que les médailles olympiques et pas, comme j'ai pu le lire, la Coupe d'Asie ou la Coupe du Monde. Non, ça serait exceptionnel, mais normalement, c'est que les médailles olympiques. Voilà. Et donc, tu voulais nous parler du coup du cas Son Heung-min, le joueur de Tottenham qui a des Coréens du Sud-Coréens les plus cotés, les plus connus actuellement dans le football européen, en tout cas. C'est la grande star, quoi. C'est la grande vedette. Et tu voulais nous parler de lui parce que c'est un jeune joueur. Je sais plus quel âge il a. Il a 24 ans, il me semble. 24 ans, voilà, c'est encore un jeune homme. Et du coup, 24 ans. 24 ans. Et il doit encore passer, et il lui reste à passer d'ailleurs ce fameux service militaire. Et alors, qu'est-ce qu'il en est de son cas? Alors, Son Heung-min, on va le dire, je vais rester poli, mais est dans le caca. Parce que il devait, aux derniers Jeux Olympiques au Brésil, sa mission, c'était d'aller gagner une médaille. Voilà. Il participait, il voulait y aller. Tottenham l'a laissé y aller avec le seul objectif, aller chercher une médaille et être débarrassé du service militaire. Malheureusement, ils ont perdu en quart de finale contre le Honduras. Et Son Heung-min, on a une énorme image, c'est que Son Heung-min est en pleurs sur le terrain. Il vient de se rendre compte que il a 24 ans, qu'il a raté pratiquement son unique chance d'avoir une exemption de service militaire. Et il se dit, il va falloir que j'aille faire mon service militaire. Donc, me retirer pendant 2 ans du football. Mais les choses ne sont pas simples pour lui. C'est-à-dire que il a encore les Jeux Asiatiques en 2018, l'année prochaine. Et si la Corée du Sud participe à la Coupe du Monde, est-ce que Tottenham va le laisser faire la Coupe du Monde plus les Jeux Olympiques asiatiques? C'est pas sûr. Comme les Jeux Olympiques asiatiques ne sont pas une compétition FIFA, les clubs ne sont pas obligés de le laisser partir. Et ensuite, il aura la Coupe d'Asie en 2019. C'est-à-dire que Son Heung-min pourrait être absent pratiquement 6 mois de Tottenham entre 2018 et 2019. Oui, donc est-ce que ça vaut le coup pour Tottenham de se passer d'un de ses joueurs majeurs pendant autant de temps? Voilà. Donc ça, déjà pour la prochaine saison, donc 2018-2019, Son Heung-min est en galère avec ce service militaire. Ensuite, le problème, c'est qu'il peut attendre les Jeux de 2020 de Tokyo et aller chercher une médaille à Tokyo. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, il aura 28 ans. Et s'il n'a pas de médaille, tout espoir pour lui d'intégrer le Sangju Sangmu, ça me nuise et sera obligé donc d'attendre soit ses 31 ans pour quitter complètement le monde du football et aller faire son service militaire. Parce que pour intégrer Sangju Sangmu, il faut avoir 28 ans ou moins, mais il faut avoir aussi joué pendant 6 mois en Corée du Sud, ce que n'a jamais fait Son Heung-min. Son Heung-min n'a jamais joué en Corée du Sud. Il est toujours, il a fait les écoles il est passé au FC Séoul, mais chez les jeunes, ce qui ne compte pas. Et ensuite, il est parti directement en Allemagne. Et donc, d'accord, mais alors du coup, ses derniers recours, c'est vraiment soit de gagner une médaille, si Tottenham le laisse partir, soit tout simplement d'arrêter le football et de faire son service militaire. C'est ça. Donc, il a un gros problème. C'est ça. Ou alors, c'est un gros problème pour le joueur professionnel, en effet. Ou alors, il peut essayer de trouver un club en Corée du Sud qui va le recruter pour 6 mois. Et au bout de 6 mois, il va faire son service militaire à Sangju Sangmu. Au bout de 6 mois, il intègre Sangju Sangmu. Pendant 2 ans, il joue en Corée. Et il n'aura pas perdu le haut niveau. Le risque étant d'avoir été oublié par le circuit européen. Il sera complètement oublié. Pendant 2
2 ans, il sera complètement oublié. Voilà. Donc, il est vraiment dans une impasse. Il doit vraiment aller gagner une médaille olympique. Et s'il le fait pas, il sera obligé de quitter très jeune pour un joueur de foot le monde professionnel. Et c'est vraiment un problème. Est-ce que ça explique en partie pourquoi les joueurs sud-coréens sont en réalité assez rares dans les championnats européens? Oui, ça rentre en compte. Parce que alors déjà, en Corée du Sud, comme je l'ai déjà dit, on devient pro très tard. C'est-à-dire que là, par exemple, le plus gros joueur, le plus prometteur de Corée, qui est actuellement s'appelle Lee Jae-sung, il a 25 ans, c'est que sa 4e saison professionnelle. Il a commencé à 22 ans. Et donc lui, il a déjà fait son service militaire? Non, lui il a gagné les Jeux Olympiques d'Asie. Oui. Donc lui, il n'a pas besoin. Mais donc, c'est-à-dire que les garçons arrivent dans le milieu professionnel très tard, donc vers 21-22 ans, et ils ont leur service militaire à faire à 28 ans. C'est-à-dire qu'ils ont 6 ans de battement s'ils ne gagnent pas de médaille olympique. Donc, en 6 ans, il faut qu'ils fassent leur preuve en Corée, et ensuite, il faut qu'ils chopent un club européen. C'est très compliqué. Là, en France, on a Kwon Chang-hoon qui vient d'arriver. Il a 23 ans, il n'a pas de médaille olympique. On rappelait que Kwon Chang-hoon est arrivé à Dijon, milieu de terrain relayeur, si je ne me trompe pas. Ouais, il est un peu meneur de jeu, on va dire. Il peut un peu tout faire. C'est l'avantage des milieux de terrain en Corée, ils font tout. Donc, il a 23 ans, il n'a pas d'exemption de service militaire, et à 28 ans, il faut qu'il aille à Sangju Sangmu s'il n'en gagne pas. Donc, ça veut dire qu'il a 5 ans à faire en Europe. Il a 5 ans, voilà. Donc, son temps est compté en Europe. S'il ne ramène pas une médaille olympique à la Corée du Sud. Mais lui, donc voilà, il a fait ses 6 mois en Corée du Sud. Donc lui, c'est bon, lui, il a fait ses 6 mois. Peu importe ce qu'il décide, si par exemple demain il dit je veux aller à Sangju Sangmu, il n'a pas besoin de revenir dans un club sud-coréen. Il peut le faire directement. Il a joué 6 mois, c'est bon. Mais par contre, il a que 5 ans donc ça explique pourquoi de nombreux joueurs coréens ne peuvent pas venir en Europe. Et moi, j'ai une question, Baptiste. Et du coup, est-ce qu'il y a un mouvement de contestation des joueurs à un moment donné qui sont unis pour dire et pour demander une exemption de service militaire général pour les sportifs de haut niveau, ou c'est totalement impensable? Non, c'est impensable. En Corée du Sud, le faire de sa service militaire, c'est un des droits, c'est un des devoirs fondamentaux. C'est comme payer ses impôts. Tu es obligé de le faire. Et ça viendrait à l'esprit de personne de réclamer non, nous on veut pas le faire. Non, faut que ça se fasse. D'ailleurs, Park Chung-young, je sais pas si vous vous en souvenez, enfin peut-être pas, mais avait tenté de magouiller un petit peu, dire non, je fais pas mon service militaire. Il avait été chercher un passeport à Monaco en disant regardez, j'ai un passeport monégasque, je peux ne pas faire mon service militaire. Il s'est fait éclater en Corée du Sud. Il a été obligé de faire une conférence de presse pour s'excuser. Il a failli ne pas participer aux Jeux Olympiques. Ça a été assez chaud pour lui. Tu parles du joueur qui est passé par Monaco et brièvement à Arsenal. Voilà, c'est ça. Il a voulu repousser son service militaire au maximum. Donc, il a sorti une combine avec passeport monégasque. Il a entendu parler du pays. Donc, non, pour eux, ça se respecte et ça se fait. Bon, là, le nouveau président veut réduire le temps de service militaire. Donc, ça va peut-être pouvoir les aider, mais il veut juste passer de 24 mois à 18. Donc, voilà, il gagnerait 6 mois. Et donc, on rappelle que les pays asiatiques, la notion de patriotisme dans les pays asiatiques est très, très forte, beaucoup plus qu'en Europe. Et que, de notre point de vue, il est parfois difficile d'imaginer la façon dont ils pensent la nation et ils pensent à servir leur nation. Donc, ça peut expliquer pourquoi il ne vient pas l'idée des joueurs de… Très important le service militaire, mais les joueurs professionnels, ils sont pas déjà, quand tu es fils unique ici, tu le fais pas ton service militaire. Mais ouais, c'est hardcore là. 2 ans, t'as pas le choix. Ça peut être compliqué. Et d'ailleurs, on observe quelque chose qui est révélateur, c'est que ceux qui jouent à l'étranger, qui n'ont pas fait leur service militaire, rappliquent. Quand ils arrivent autour de 28 ans, ils rappliquent tous en Corée pour jouer 6 mois et ensuite ils intègrent Sangju Sangmu. Donc là, au début de saison, on en a eu plein qui sont venus du Japon. Là maintenant, il y a ceux qui sont en Chine, qui essayent de trouver un club en Corée et en leur disant on joue 6 mois et en septembre, hop, on part à Sangju Sangmu. Voilà. Donc il y a aussi des mecs qui reviennent, qui sont obligés de revenir pour faire leur service militaire, pour ne pas perdre justement le haut niveau. D'accord, merci. Et ceux qui n'intègrent pas Sangju Sangmu ou le Hassan Mogwa, il y en a un qui est à Séoul, j'ai oublié son nom, mais cette saison à Séoul,
Il n'a pas intégré un des deux clubs militaires. Il a quitté l'équipe. Enfin, il n'a pas quitté l'équipe. Le club lui a fait une sorte de prêt. Il joue avec des amateurs pour garder le niveau et en même temps, il fait son service militaire. Donc, dans 2 ans, Séoul va récupérer un joueur qui n'aura joué qu'avec des amateurs et qui n'aura donc pas eu d'entraînement de haut niveau. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Baptiste, pour ce sujet. Vraiment, je trouve assez passionnant parce que pour le coup, voilà, ça c'est un peu des piliers de Lucarne Opposée, c'est de montrer que le football, il se vit partout et il se vit de manière différente dans bien des pays. Et de rappeler qu'il faut arrêter d'être euro-centralisé quand on parle de football, voire latino-centralisé, hein, on va se mettre dedans, Pierre, c'est vrai que bon, hein, voilà, il y en a que pour les Européens et les latinos. Voilà, faut pas oublier que le football, il se vit en Asie aussi, il se vit en Afrique, et que voilà, il se vit de manière complètement différente, penser autrement, tout simplement, parce que les sociétés là-bas sont tout à fait différentes. Merci Baptiste, je vais faire quoi? Je vais rappeler un petit peu où on est la K-League. La K-League, on est à sa 15e journée. Jeonbuk est toujours en tête, suite d'Ulsan Orang pour Long Steelers. Bon, ça paraît quand même bien parti pour Jeonbuk, hein, qui mène la danse. Et tu me sembles avoir lu dans un de tes résumés de journée de championnat que Séoul, le FC Séoul s'est un petit peu réveillé. Ouais, et enfin, la 15e journée était aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à battre un pro nul. C'est un match nul, ouais. Bon, c'est pas top en fait. On verra. Ils se sont réveillés sur un match. Voilà, ils ont fait voilà, c'est un écran de fumée. Et donc, voilà, puisqu'on en a parlé, le Songju est 8e à quand même à 6 points de la 6e place qualificative pour le. C'est que quand les mecs gagnent une médaille d'or ou une médaille, pendant 2 ans, ils ont une génération qui saute. Et là c'est la génération. Un creux de génération, c'est la génération. Voilà. Là, c'est la médaille d'or au JO de Londres. Là, c'est la médaille d'or pas la médaille d'or, médaille de bronze de Londres. Donc il n'y a pas les gars. Donc et comme la dernière génération vient de partir, ils ont fini leurs 2 ans. Se retrouvent avec une équipe qui est assez moyenne. Voilà, ils n'ont pas vraiment de gros joueurs qui peut les porter. Donc, à l'année dernière, ils avaient fait une très bonne saison, mais alors là, cette année, c'est un peu plus compliqué. Donc, et ça risque d'enchaîner. Hein, on peut même dire que Sangju Sangmu est un révélateur du niveau de la sélection et que plus il est bas, plus les guerriers Taeguk vont bien. C'est ça. On peut le voir comme ça. Merci Pierre, merci Sébastien, merci Baptiste pour ce nouveau podcast L'autre football. Et la prochaine fois, on se retrouve pour parler Argentine, Brésil et MLS ou Mexique. On verra si tout va bien. En attendant, merci les gars, merci Pierre, merci Sébastien et merci Baptiste. Et en attendant, je vous souhaite de regarder attentivement tous les championnats que vous pourrez regarder et de ne pas se focaliser que sur les championnats européens. D'ailleurs, si on vous dit que le football est arrêté pendant l'été européen, c'est faux, il y en a encore ailleurs. Il ne tient qu'à vous qu'à y jeter un œil et je vous dis du coup à la prochaine fois. Salut à tous.